tous les deux, quand même, quand on ne connaît pas l'édition, en général, voilà, on écrit son bouquin et puis on l'envoie et on l'espère. Et c'est un système qui est assez, entre guillemets, potentiellement fermé, effectivement, hein, comme beaucoup de, j'allais dire, de systèmes où il y a sans doute un peu la cooptation, voilà, ou en tout cas ce système qui fait qu'on a plus de chances de devenir écrivain si on est, je suis un peu dans la caricature, mais enfant d'enseignant parce qu'on sera familiarisé avec les lettres et peut-être aussi avec le réseau. Et pourtant, ce système qui n'est pas toujours des plus ouverts est venu vous chercher tous les deux. En quelque sorte, avec du travail, on a bien entendu ce que tu disais Rachid, mais voilà, c'est assez paradoxal de voir ça. Alors Rachid, tu voulais réagir à ce que tu disais. Ouais, je voulais dire une chose qui est super importante, c'est que on parlait du milieu de l'édition, mais en réalité, je crois cet été, quand j'avais rendez-vous chez Le Masque, je suis parti, et rien qu'à l'accueil, dans la semaine, ils avaient dû recevoir 50 manuscrits. 50 manuscrits, et t'as une éditrice. Enfin, tu vois, t'as la thèse, t'as plusieurs... mais l'éditrice en question, c'était mon éditrice. Les 50 manuscrits, donc il y a ces 50 manuscrits. Et ensuite, d'abord, on va aller dans l'ordre. C'est d'abord elle rencontre des gens. Tu vois, comme moi, elle m'a rencontré, comme sûrement il y a d'autres gens qu'on lui conseille. Ou des auteurs aussi qu'elle a envie d'avoir dans sa maison. Donc déjà, elle rencontre ces gens-là. Dans l'année, elle va publier, je sais pas, moi je vais dire une bêtise, 10 bouquins, 12 bouquins, peut-être un par mois, 2, je sais pas. Bah, elle prend les gens de son réseau déjà, avec qui elle est en connexion, qui sont déjà dans le circuit. Tu regardes les 50 manuscrits qui arrivent par mois, c'est techniquement en termes de temps, c'est impossible. Tu vois, donc il y a aussi une réalité, il y a une compétition, il y a une concurrence qui est super dure. Et effectivement, pour sortir du lot, comment tu fais? D'où le fait que quand j'ai vu que dans le milieu de l'édition avait peut-être quelque chose à faire, après je suis parti pour moi, Poisson Rouge c'était un label indé, donc travailler avec lui c'était construire quelque chose, et même j'aurais pu rester si voilà, l'évolution, on avait les moyens et tout d'aller beaucoup plus loin, mais par rapport à l'édition, tu es obligé de faire violence. Moi, c'est vraiment l'histoire d'afficher, et j'ai jamais lâché, je veux dire, je l'ai pas fait sur un coup. Demain, s'il faut que je le fasse, je le recommencerai, je lâche pas, tu vois, je suis en mode pit. Mais ça, tu es obligé de le faire parce que comment tu vas te différencier des autres? Parce qu'il y a plein de mecs derrière qui arrivent, qui se disent, bon ben, tu as des auteurs qui voient ce que tu fais, ils disent, ah bah c'est simple, ok, je vais imprimer 10 affiches, moi aussi je vais dire que j'écris, ah bah je vais écrire sur la banlieue. Donc comment, déjà il y a une compétition avec le milieu de l'édition classique, plus tu as tous les petits qui vont naître de là, tu vois, qui vont dire, ah bah j'ai envie de faire pareil. Donc il y a quand même, en fait c'est comme le monde du boulot, quoi, tout simplement. En plus des codes, de ces codes-là. Donc je trouve que c'est quelque chose quand même de très violent. Et alors, en plus de ça, quand je te parle du milieu de l'édition, une fois que tu es rentré, que ta maison d'édition elle te suit, il y a aussi le rapport avec les médias. Parce que les médias, combien de bouquins ils reçoivent? Si on calcule le nombre de... Combien d'auteurs sont les meilleurs, ou leur livre est exceptionnel, ils ont quelque chose à dire. Tu vois, c'est quand même quelque chose de très violent parce que si tu regardes dans les stats, il y a un nombre de Français qui rêvent d'éditer. Il y a beaucoup de livres qui sont édités et il y a très peu de gens qui en vivent. Donc c'est quelque chose de... Enfin voilà, c'est violent. Je vais peut-être réagir. J'ai passé vulgairement. Non, juste, tu as raison quand tu dis que c'est un peu comme la logique du marché du travail. Bah, en fait, c'est un peu... Enfin, c'est vrai, tu vois, il y a ce truc de recrutement interne, en fait, et que la différence, c'est quand même que ça reste un milieu, je trouve, super élitiste. Par rapport à d'autres milieux artistiques, c'est un peu différent. Moi, je trouve que c'est ça, ce degré... Ouais, enfin, parce qu'il y a quand même cette espèce de truc où, tu vois, espèce de légende, de mythe de l'auteur, de l'écrivain, on est attaché à ça en France, espèce de mythe comme ça de l'auteur maudit, tu vois, qui est vachement sacralisé. Et donc, ça veut dire qu'on n'a pas intérêt à démocratiser... voilà. Donc c'est aussi pour ça que quand tu dis, moi ça fait 10 ans que je suis écrivain et pourtant je me sens en dehors de ce milieu-là parce que je ne me reconnais pas dans cette espèce de théâtralisation quoi, du milieu peut-être. Parce que ouais, après, j'ai pas formulé les choses exactement comme ça au début, hein, c'est vraiment avec des années que et en même temps, comme je m'en fous, en fait, mais vraiment, tu vois, de ne pas faire partie de ça, je cherche pas une famille de substitution, franchement je m'en fous. Et heureusement, parce que sinon je serais tombée de haut. Heureusement que j'ai pas... Parce que voilà, j'ai pas vécu le manque de reconnaissance, j'ai pas besoin, tu vois, de sentir que j'appartiens à ce clan. Parce que voilà,
Mais cela dit, quand même, je fais le parallèle avec le monde artistique et de la chanson. Souvent, on prend l'exemple des fameuses victoires de la musique. On a vu un certain nombre d'auteurs qui n'en avaient pas, et pourtant, le succès était au rendez-vous, le public était là, ils étaient suivis. Donc, j'ai presque envie de dire que des fois, la dimension artistique, elle est d'abord ancrée en chacun de ceux qui produisent. Et puis après, la reconnaissance du milieu, elle est là ou elle n'est pas là, mais c'est souvent pas la plus importante pour les artistes, c'est la rencontre du public. Oui, après, bien sûr, c'est Malika, ton prénom? Ce que disait Malika tout à l'heure, quand tu disais littérature urbaine, souvent on nous demande notre avis un peu sur ces appellations de littérature urbaine ou de banlieue, etc. Et moi, je pense que la littérature populaire, pour moi, c'est quelque chose qui définit bien ce qu'on fait. En tout cas, dans le sens où, en fait, le vrai truc qui nous différencie, c'est ça, c'est que nos personnages ne sont pas des personnages de romans classiques, ce sont des personnages qui sont en marge eux-mêmes, déjà, avant que nous on le soit. Tu vois, nos personnages, ils sont pas faits, en gros, ils n'ont pas l'étoffe de héros de roman, et on en fait des héros de roman, et pour moi, c'est là où on se démarque. Après, bien sûr, il y a la vision, il y a le regard que tu as sur le monde qui fait de toi un artiste ou un écrivain, ou en tout cas, tu vois, un auteur. Donc, il y a ce truc qui est important pour moi quand même Et du coup, ça ne restera pas juste à la banlieue de défendre une littérature populaire, parce que la reconnaissance du public, c'est ça. Et même ça, c'est un peu... Marc Lévy, en fait, il a exactement le même problème, dans le sens où lui, on le taxe d'être, tu vois, de faire de la littérature populaire, comme si c'était un gros mot. Et pour moi, c'est pas du tout un gros mot, bien au contraire. Je voulais réagir sur la littérature, par exemple, au Brésil, la littérature des favelas, etc., on l'appelle la littérature marginale. Mais c'est pas péjoratif, c'est genre la nouvelle littérature. Donc voilà, sur la littérature urbaine, les appellations ou littérature de banlieue, moi dans le fond ça me dérange pas. Après, c'est à toi de démontrer ta capacité à fédérer des lecteurs de tout milieu, de tout âge, toute génération. Bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure, la rencontre avec le public. Avec le public, avec les publics, effectivement, cette appellation ne doit pas être enfermante. Voilà. C'est vrai que... Mais c'est intéressant de voir à quel point, finalement, Faiza le rappelait, on est dans une société où il y a un certain nombre de secteurs qui sont très élitistes. Tu faisais le parallèle avec le foot tout à l'heure, donc un sport, mais on pourrait, même ça se démocratise, le tennis, le ski, enfin encore quand même, le golf, quand même un certain nombre comme ça de sports qui sont très fermés. Et donc moi je trouve que le fait que finalement cette littérature urbaine, ou qu'on peut qualifier de littérature urbaine ou de nouvelle littérature, puisse être un des vecteurs qui fera que la littérature sera démocratisée, c'est en soi déjà une plus que réussite. Voilà. C'est justement, c'est pas enfermant, c'est l'ouverture. Voilà. Et c'est vrai que si par contre, il est possible de prendre, j'allais dire, à contresens, ceux qui veulent enfermer la littérature urbaine comme « Ah oui, mais ils écrivent pour... et c'est des auteurs pour... » Eh ben non, c'est des auteurs qui sont en fait capables d'ouvrir les esprits, d'ouvrir les champs du possible, et leurs personnages, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Faiza, sont des personnages dans lesquels finalement tout un chacun peut se reconnaître, pas seulement celui qui est issu potentiellement du même secteur géographique, mais toute personne, parce que les sentiments, parce que des réactions vont être similaires, et on va pouvoir s'identifier qui qu'on soit, d'où qu'on vienne et vers où qu'on aille, j'ai envie de dire. Je voulais réagir sur l'histoire de l'identification. La dernière fois au Maghreb du Livre, il y a un mec qui travaille dans la finance qui est venu et qui avait lu mon livre et qui m'a dit « Ouais, ton livre, c'est drôle, mais il me fait penser à mon travail, comment on se tire dessus et tout. » Moi, c'est des dealers, en fait, les mecs dans mon pola.